Je m'installe à mon tour avec plaisir dans cette maison chaleureuse, avec une profonde envie de partager des récits de vie bouleversants. Pour découvrir des itinéraires inspirants. En rentrant de vacances, j'ai une cloque et c'est une tache blanche. On ne sait pas ce que c'est. On va voir un dermatologue et là, le diagnostic tombe, c'est le vitiligo. Ça commence à grandir. Le visage autour de la bouche, les mains, là, ça devient plus compliqué. On est regardé forcément et là, j'avais souvent des réflexions. Des fois, je faisais même semblant de ne pas entendre. C'est super de poser en fait. Ça a été libérateur. Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et à grandir. Je suis fan, pas que de son vitiligo, bien entendu, quoi. Je veux dire, je suis fan de la personne, de ce qu'elle représente. Nadia est ma muse. Sans me comparer à lui, Salvador Dali avait Gala, moi j'ai Nadia. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Je rencontrerai bientôt Nadia Bouchiki. Cette jeune femme de 27 ans est atteinte de vitiligo, une maladie qui dépigmente la peau. Pendant de longues années, de moqueries en réflexions cruelles, cette maladie est devenue pour Nadia une malédiction. Elle se cache et souffre jusqu'au jour où son destin va basculer. Aujourd'hui, Nadia affiche sa beauté sur des photos de mode et se bat pour affirmer sa différence dans un monde où l'apparence est reine. Bonjour Nadia. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Entrez. Venez dans la cuisine. Mettez-vous à l'aise. Ça va? Ça va, Pas ça trop va. stressé? Un petit peu, Un petit mais peu, ça va. c'est normal. Tenez, posez votre manteau, votre sac. Est-ce que vous voulez un café, un thé? Je veux bien un café, merci. Un café. Avec du sucre? Je vais le prendre noir. Noir. Nadia, vous êtes venue nous voir pour nous parler de votre différence. Une différence qui concerne quand même près d'1 million de personnes en France. De quoi s'agit-il? Ça s'appelle le vitiligo. Donc, c'est une dépigmentation de la peau. Et donc, ça se manifeste comme ça, sous forme de taches. Et puis, voilà, ça progresse au fur et à mesure de sa vie. Et, Donc, c'est une dépigmentation évolutive. voilà. L'évolution est différente d'une personne à l'autre? Oui, complètement. Complètement. Ça évolue, ça fonctionne avec les émotions et en fonction de la vie qu'on a. Personnellement, ça a avancé très vite. C'est dépigmenté à 70% maintenant. J'ai le visage complètement blanc, dépigmenté à 100% du coup. Mais chez d'autres personnes, ça peut être un petit peu moins, ça dépend. Ça veut dire que vous ne pouvez pas bronzer quand vous allez au soleil, il se passe quoi? On n'est pas protégé. Il n'y a D'accord. plus de pigmentation, donc on prend un coup de soleil. Oui, il faut éviter le soleil. Aujourd'hui, pourquoi c'est important pour vous de témoigner dans notre émission? Je veux faire passer un message positif pour les gens qui ont le vitiligo, parce que souvent on est renfermé sur soi-même et en fait je veux leur dire que non, il faut se montrer et c'est ça le message en fait. Et puis vous allez nous prouver que d'une différence, on peut faire une sacrée force et vous allez nous démontrer comment vous en avez fait une force. Pour préparer ce rendez-vous, je vous ai demandé de regarder vos photos, les photos qui ont illustré votre parcours de vie et d'en choisir quelques-unes, celles qui vous rappellent des moments précis. Je vais vous laisser vous en imprégner et puis je vous retrouve dans le salon. Je vous laisse les découvrir. If I had wings like Nora's dove, I'd fly the river to the one I love. Fare thee well, oh honey, fare thee well. The woman I love is long and tall. She moves her body like a cannonball. Fare thee well, oh honey, fare
Quelles sont les impressions qui dominent là? Beaucoup d'émotions et de belles photos, de beaux souvenirs. La photo où j'ai la grosse bouée avec ma grand-mère en arrière-plan, c'est un beau souvenir. À cette époque-là, le vitiligo n'avait pas encore fait son apparition. Et non, il n'était pas encore là. Quand vous regardez cette photo-là, cette adorable petite fille, elle a quel âge sur cette photo? Là, je dois avoir 13-14 ans. En fait, c'est le moment où le vitiligo est apparu dans votre vie. Oui, tout à fait, c'est ça. C'était à ce moment-là. Vous lui diriez quoi à cette petite fille aujourd'hui, du haut de vos 27 ans? Bah, que quoi qu'il arrive, elle doit suivre son cœur et aller au bout des choses, qu'il faut pas qu'elle ait peur. Parce qu'il y a des moments où elle a eu peur. Elle a eu souvent peur. Ouais. Nadia naît dans les années 90 et grandit en Lorraine avec son grand frère Mehdi. Vite divorcée, leur mère Brigitte se remarie avec Pascal, qui élèvera Nadia et Mehdi comme ses propres enfants. Cette famille modeste restera toujours très unie. Tout y est fait pour que les enfants s'épanouissent. Est-ce que vous souffrez de cette situation de ne pas vivre avec votre père biologique? Non, parce qu'en fait, à la maison, mon beau-père est présent. C'est lui qui m'a élevée. On a vécu plein de choses. Mais effectivement, plus tard, quand j'étais plus grande, j'ai ressenti pas un manque, mais je devais savoir des choses. Ça m'attirait. Je devais apprendre plus sur mon père biologique. Que vous avez eu l'occasion d'apprendre, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises? Je l'ai revu quelques fois en été, quand je descendais dans le sud. Je l'ai revu quelques fois quand j'étais plus grande. Et oui, ça m'a fait du bien. Mais en même temps, après, quand je revenais en Lorraine, il n'y avait plus ce contact et ça, c'était difficile. Vous étiez quel genre de petite fille, vous? J'étais une petite fille joyeuse, mais en même temps, je suis quelqu'un de réservé, de timide. Donc en famille, ça se passe toujours très bien. Après, quand il y a des personnes que je connais pas, ou voilà, je suis plus réservée. Ça se passe comment à l'école? Vous êtes une bonne élève? Pas trop, non. Pas trop bonne élève. J'ai des problèmes de compréhension. Il faut toujours que j'apprenne plus que les autres, des fois même que je réécrive les cours pour vraiment que ça rentre dans ma tête. Donc c'est plus compliqué pour moi. Il y a une année particulièrement difficile, c'est celle du CM2. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé à ce moment-là? Le CM2, en fait, comme j'ai redoublé le CP, j'avais 1 an de plus que les autres. Donc de taille, j'étais plus grande, j'étais déjà un petit peu formée. Donc forcément, il y a déjà cette petite différence. Donc j'avais des petits soucis avec des camarades. Ça allait même des fois au-delà de l'école. Une fois, je rentrais à la maison en vélo où là, on m'a agressée. Plusieurs personnes m'ont agressée. Ils devaient être 4. Ils m'ont descendu du vélo, ils ont fracassé mon vélo, ils ont arraché mon pantalon. Donc c'était vraiment terrible. Et en fait, c'est une voiture qui passait, qui a vu la scène et qui est venue à mon secours et qui m'a dépatouillée de tout ça. Et donc il y avait des fois des conflits comme ça. On venait me chercher des noises et souvent à plusieurs. C'était très dur. Alors qu'est-ce que vous disiez, vous? Comment vous analysiez tout ça? C'est compliqué dans ma tête. En même temps, je racontais quand même tout à la maison, à ma mère. Je lui racontais tout. Mais je me dis que c'était grave quand même. Mais bon, je pense que j'ai eu très peur et que j'ai pas dit qui c'était. Dans son cocon familial, Nadia se sent protégée et aimée. Portée par la bienveillance de ses parents, elle grandit sereinement. Jusqu'à ses vacances d'été où, comme à leurs habitudes, ils partent au soleil dans le sud de la France. Et là, j'ai un gros coup de soleil au niveau de l'œil droit. J'ai une cloque et c'est une tache blanche. On ne sait pas ce que c'est. Donc, en rentrant de vacances, on va voir un dermatologue. Et là, le diagnostic tombe, c'est le vitiligo. On nous explique ce que c'est. Voilà, bon... Il n'y a pas vraiment de traitement, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est un peu la grande question. Mais en même temps,
Ma mère et moi, la famille, on s'en souciait pas trop. On vous a dit quand même que c'était quelque chose d'évolutif? Oui, oui, on m'a informé, oui, que c'était évolutif. Ça peut stopper aussi à un moment donné, et ça, on ne sait pas. Donc vous n'avez pas été trop inquiète, ni vous, ni votre mère? Au début, non. Vous vous dites quoi? Oh ben voilà, on sait ce que c'est un vitiligo, point. On ne recherche pas plus loin. C'est quelques années après, où, oui, là, quand ça commence à grandir, le visage autour de la bouche, les mains, là, ça devient plus compliqué. Je me maquillais beaucoup. C'est quoi votre couleur d'origine en fait? C'est la C'est couleur celle-ci. mate ou c'est la plus claire? La mat. La mate. La mat. D'accord. Et donc ça, c'est le vitiligo. Donc ça veut dire que quand vous vous exposez au soleil aujourd'hui, il faut encore plus protéger? Oui, il faut Il faut mettre... mettre un écran total? Voilà, faut mettre de la crème, un 10-50, et faut en mettre 2 heures avant l'exposition, et après si on s'est baigné ou s'il y a eu de l'eau, faut en remettre, logique. Voilà, et puis bon, je m'expose pas entre midi, je m'expose 10 minutes, une demi-heure, pas plus. Après, je me mets à l'ombre. C'est des questions de filles, ça. Alors en attendant, là, vous entrez en 5e. Comment elle se passe cette année de 5e? Très dur. Qu'est-ce qui se passe? C'est du harcèlement quotidien, dès le matin, dans le bus, tout le temps. C'est des gens qui prenaient le bus avec moi et qui vous disaient quoi? Qui m'insultaient, qui me critiquaient. Il y avait des petits noms, souvent c'était tête de hamster ou voilà, des choses comme ça. Après, il y avait beaucoup d'insultes vulgaires où c'était très compliqué pour moi, très dur à l'école. J'imagine que vous deviez redouter l'idée de retourner à l'école à chaque fois et de subir ces agressions, ces violences verbales. Ça allait jusqu'à de l'agression physique? Il y avait, oui, des bousculades, comment dire, on m'impressionnait, on me faisait peur. On me terrorisait, des fois on m'encerclait pour me dire on va te taper, on va te prendre à la sortie, voilà. C'était beaucoup d'intimidation et du coup on se sent seul, on m'aidait pas trop, quoi. J'arrivais pas à me défendre et ça ils l'ont capté, donc du coup ils en profitaient. À la fin de l'année, je disais à ma mère, j'ai mal au ventre, je veux pas aller à l'école. Et comme je racontais tout, ce qui se passait, mes parents se sont déplacés à l'école pour en discuter, trouver une solution. Et personne m'a aidée, même les adultes, les profs, voilà, ça n'allait pas. Donc du coup, à la fin de l'année, ma mère a décidé de plus m'envoyer à l'école. Et moi, de toute façon, je voulais plus. Donc les 2 derniers mois, j'y suis plus retournée, c'était trop dur. C'est en 3e que la vie de Nadia va s'illuminer. Lors d'un stage, elle se découvre une véritable passion pour la coiffure. C'est une révélation. En fin d'année, elle intègre une formation, tout en pratiquant déjà en salon. Épanouie, elle se fait des amis et ses parents sont heureux de la voir se réaliser. Seule ombre au tableau, sa maladie qui continue d'évoluer partout sur son corps. Là, c'en est où votre vitiligo à ce moment-là? Là, il est déjà plus avancé, plus dans le visage, les mains, les coudes, les genoux, c'est déjà plus avancé. Comment vous le vivez, vous? Est-ce que vous redoutez le regard des autres et les réflexions des autres? Oui, toujours. Il y a toujours le regard des gens qui est très difficile. Au début, c'était pas trop des questions, c'était plutôt qu'est-ce que t'as aux mains? Voilà, c'était des réflexions comme ça. Après, c'était plus compliqué quand j'ai commencé à travailler, où là, on est exposé au monde du travail et la coiffure, on est quand même en contact avec les gens. On est regardé forcément, et là, j'avais souvent des réflexions. Il y a un monsieur, une fois, qui m'a fait une réflexion tu t'es brûlé à l'amiante, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il a crié haut et fort, où là, j'étais vraiment très mal à l'aise. Une petite fille, en fait, sa maman avait un psoriasis et puis elle disait oh maman, entre ce que toi tu as et les taches de Nadia, ben, j'ai pas envie d'avoir les taches de Nadia, c'est pas beau. Enfin voilà, c'était souvent les enfants, ils parlent sans réfléchir et ouais là c'est compliqué. Comment vous réagissiez à tout ça? Au début, je me cachais derrière mon maquillage et bon après comment dire, j'esquivais les réflexions. Voilà, des fois, je faisais même semblant de ne pas entendre.
Alors, quand vous dites que vous vous maquillez le visage, mais le corps aussi, Non. quand il vous arrivait de vous mettre les bras nus, ça vous arrivait ou c'était toujours le corps couvert? Non, non, le corps, je le cachais pas, je cachais uniquement le visage. Au début, j'avais pas beaucoup sur les bras, c'était beaucoup les mains et les coudes, donc ça allait. À 19 ans, Nadia termine son cursus de formation en coiffure. Pour fêter la sortie de la promotion, l'école organise un spectacle. Nadia est choisie pour interpréter le rôle principal. La fête sera suivie d'un shooting avec un photographe de renom. C'est là que tout bascule. Là, je rencontre Daniel, l'homme avec qui je vis, et c'est lui qui m'a sauvée, si je peux dire ça. Je voyais qu'il était plus âgé, mais il m'attirait énormément. Bel homme? Ouais, bel homme, ouais. C'était quand même le photographe de mode, quand même. Au début, voilà, bon, photographe, je me posais pas trop de questions de ce côté-là. C'était vraiment le côté physique qui m'a attirée, sa joie. Il est tout le temps en train de rire, de parler, voilà. Et c'est ça qui m'a attirée chez lui. Bon, on le découvrira tout à l'heure puisque il sera notre invité un peu plus tard dans l'émission. Donc, vous le rencontrez à quelle occasion? Donc, du coup, il y a un shooting photo pour le spectacle de fin d'année de l'école. J'ai un rôle dans le spectacle, c'était style Ugly Betty. Du coup, donc on m'a un petit peu grossi, on m'a fait des couettes. Enfin, Donc, en fait, c'est qui Ugly Betty? C'est une jeune femme qui n'est pas très... qui n'est pas très jolie et que finalement, à la fin, elle est belle, relookée. Voilà, c'est une autre femme. Et donc, là... Donc, c'est vous qui aviez ce rôle-là? Oui. C'est vous qui l'aviez demandé? C'est vous qui l'aviez choisi? Non, on m'a choisi, on a voté et puis on m'a Ça faisait choisi. écho par rapport à votre histoire personnelle? Ben, je faisais beaucoup de danse et donc comme c'est un spectacle de danse, maquillage, coiffure, on m'a choisi aussi par rapport à ça parce que je dansais beaucoup. Donc, alors, j'imagine que quand vous avez fait des photos, vous n'étiez pas forcément à votre avantage. Non, pas trop. Plutôt en lady, Voilà, pour plutôt, le rôle. ouais, voilà, plutôt on l'a dit Et donc, c'est Daniel qui faisait les photos. Daniel a fait les photos. Et donc, il a craqué pour vous en lady? C'est passé à ce moment-là? En fait, il y a une sorte de feeling entre nous. Il a mis de la musique, on s'est amusé, j'ai rigolé, j'ai dansé, enfin voilà. Il s'est passé un truc entre nous. Bon, après, quand on a fait les photos, il est très professionnel. Hein. Là, on rigole plus, on fait les photos et puis après, voilà, il y a eu un contact. Ça s'est fait comme ça. Et là, vous vous êtes pas dit, ouais, je le vois venir, lui, le photographe de mode de l'école, il doit inviter toutes les filles à dîner après. Vous n'êtes pas fait ce genre de réflexion? Non, parce que j'avais très envie de le connaître. Bon, je savais qu'il y avait beaucoup de filles qui tournaient autour de lui, parce que, bon, voilà, c'est un monde strass paillettes, il avait plein de belles histoires à raconter. Mais moi, c'était plus lui, le personnage qui m'intéressait. Donc, j'avais un petit peu peur parce que je savais qu'il était plus âgé, mais en même temps, j'avais très envie de le connaître. Donc, j'ai accepté et puis voilà. Alors, comment ça s'est passé, ce dîner? Très bien, très très bien. On s'est confié, on s'est un peu raconté nos vies et ça s'est très bien passé. On s'est embrassés. Ah, carrément. Ouais. À la fin. À la fin, oh non, même au début. Ah, carrément, dès le début. Bon, oui. c'est... Voilà, je suis comme ça, je l'ai embrassé tout de suite. Bon, très bien. Je me sentais en sécurité avec lui, avec Daniel, donc forcément... Alors là, j'imagine que vous avez envie d'aller plus loin. Ouais. En tout cas, c'était pas une histoire à la volée. Hein. C'était du sérieux. Pour moi, oui, pour moi, je ressentais ça comme ça. Pour moi, c'était du sérieux. J'avais envie vraiment de m'engager. Mais vous aviez quel âge? J'avais 19 ans. Déjà, vous vouliez vous engager à 19 ans? Ouais. J'avais envie de trouver une stabilité et une sécurité et voilà. Et j'ai trouvé ça chez Daniel. Et donc là, vous vous êtes dit, avant d'aller plus loin, il faut que je lui parle de mon corps? Oui, bah après, je lui ai expliqué... je lui ai dit, voilà, j'ai du vitiligo, j'ai des taches, donc je le préviens quand même avant pour pas qu'il y ait des regards qui pourraient me gêner, mais il n'y a jamais eu de regards qui m'ont gêné. Il a toujours été très... Il savait ce que c'était, le vitiligo? Non, il savait pas ce que c'était, donc il l'a appris, et finalement, il m'a toujours beaucoup rassurée. Qu'est-ce qu'il vous disait à propos de vos taches? Que c'est magnifique. Il est tombé amoureux de vos taches aussi? Aussi, ouais.
je pense. Et il me dit toujours que je suis sa dalmatienne, que je suis sa muse, que je l'inspire et que je suis belle avec mes tâches, que je dois pas me cacher et que c'est magnifique. Voilà, il faut que tu... C'est beau, donc te cache pas, quoi. Ah, j'imagine que ça vous a donné confiance en vous, non? Ouais. Ça m'a fait beaucoup de bien psychologiquement. En fait, c'est le seul qui me parlait de cette manière. On m'a jamais parlé comme ça. Et du coup, ça m'a tout de suite beaucoup rassurée, ça m'a apaisée. Et je me voyais différente, du coup. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Nadia n'a plus besoin de se dissimuler sous son maquillage. Elle s'offre à l'objectif de son amant. La chrysalide se transforme enfin en papillon. C'est super de poser, en fait. On se sent libre. C'est une manière de s'exprimer? Oui. Je sais pas comment dire, je me sens bien. J'imagine qu'après vous êtes cachée. Ça doit être libérateur de pouvoir s'exprimer et se dévoiler comme ça devant un objectif? Oui, complètement, c'est ça. Ça a été libérateur. Vous avez posé professionnellement pour lui? Oui, C'est-à-dire que oui. quoi, vous avez fait des photos de mode? On avait fait des photos de mode pour ça. Là, je sais pas ce que vous vendez comme fringues, mais il y en a pas beaucoup. C'est la première photo nue, mais c'était un projet personnel. On l'a pas exploitée, cette photo. Mais c'est la première fois, oui. C'est chouette, cette photo. Ouais, elle est très belle. Très belle. Et vous vous trouvez comment, vous, sur les photos? Est-ce que vous aimez sur les photos? Oui. Après, bon, on a toujours quelque chose à dire, mais il m'a toujours mise en valeur. Je me trouve bien sur les photos. Donc vous dites, il les envoie quand même, ce sont des photos professionnelles, et il gomme les taches. Voilà, au début, il enlevait les taches. On a travaillé donc avec des coiffeurs, avec une marque de lunettes. Voilà, on a beaucoup travaillé avec ce genre de prestations-là. Donc ça dure 5 ans. Oui. Et puis, au bout de 5 ans, un jour, il vous fait une proposition. Oui. Qu'est-ce qu'il vous propose? Et il me dit, Nadia, on va faire une photo de toi, nue, et on va mettre en avant ton vitiligo. Il faut qu'on fasse un truc dément. Il faut que tu te vois à l'état brut. Et pourquoi il vous propose ça comme ça, un beau jour? Je sais pas, c'était une idée qu'il avait en tête et il avait envie de faire ça. Il fallait le faire, c'était son idée, il avait ce projet-là et il voulait plus retoucher mes tâches. Il voulait vraiment le mettre à jour, à nu et voilà, c'est pour Et alors ça. vous réagissez comment quand il vous propose ça? Déjà nu, faut y aller quand même. Ouais, c'est un choc, mais un choc positif. Vous lui dites pas non? Non, je lui fais une totale confiance, mais j'ai quand même très peur. J'ai très très peur, mais je lui fais confiance. C'est-à-dire qu'il vous emmènerait au bout du monde, vous iriez, les yeux fermés? Oui, sans prendre l'avion. Non, mais oui, je lui fais confiance et je suis en sécurité avec lui. Je sais qu'il fera toujours des choses merveilleuses pour moi. Et donc, c'est le choc, mais je me laisse faire, je me laisse guider. Donc, on fait cette photo. Comment ça s'est passé, la séance? Posée nue, comme ça? Comment vous l'avez vécu? Très stressante, très angoissée. Et en premier temps, il me montrait donc les photos sur son appareil. Et je lui dis, mais c'est affreux, on continue pas, on arrête tout. Je trouvais ça affreux. Qu'est-ce que vous trouviez affreux? Les taches, tout, ça n'allait pas. Je me sentais pas bien du tout. Et finalement, il réglait les lumières, voilà, on a refait, défait, refait. Et finalement, après, il m'a pu montrer. Il a sélectionné une photo, il a un petit peu retouché et il me montre. Et là, c'est waouh, je la trouve magnifique. Je me trouve bien sur la photo. Et j'ai posé avec un personnage, un grand coiffeur, qui a mis cette photo sur les réseaux sociaux sans notre accord. Mais finalement, quand j'ai vu tous les commentaires, tous les j'aime, ça a été un grand choc positif. Et j'ai vu que les gens ont mis des beaux commentaires et ça m'a énormément touchée. Qu'est-ce qu'ils disaient, par exemple, leurs commentaires?
Les gens qui me connaissent m'ont dit « Nadia, c'est formidable ce que tu as fait, c'est merveilleux, t'es belle, t'es magnifique, c'est comme ça que t'es en fait, avec tes tâches ». Et voilà, et c'était beaucoup de messages, après des messages inconnus, « Waouh, c'est magnifique, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ces tâches ?» Ils voulaient savoir. Donc c'était vachement intéressant et j'étais surprise comment dire, que tout le monde était joyeux, que c'était des beaux commentaires, voilà. Est-ce que vous avez une impression de naître enfin totalement, d'être vraiment totalement qui vous êtes? Je me sens libérée, c'est le mot. Je me sens libre. Là, je suis comme ça et ça m'a libérée. Psychologiquement, j'ai accepté le vitiligo et à partir de ce moment-là, ma vie a changé. Le destin ne manque pas d'ironie. Celle qu'on montrait du doigt devient l'égérie d'une marque de joaillerie. Et en 2014, elle met son image au service de ceux qui, comme elle, sont atteints de vitiligo. La boucle est bouclée. Daniel a envoyé ses photos donc à l'association. J'étais pas au courant au départ, c'était une surprise. Et donc il y a eu un contact entre nous, on a fait des visuels. Et oui, je deviens un petit peu l'image de l'association. Et il y a eu énormément de retours. J'ai rencontré plein de gens qui ont le vitiligo. Donc là, on se sent moins seul. Et c'était vachement intéressant de rencontrer ces personnes-là. Tout le monde a une histoire, on a plein de choses à se raconter et c'est merveilleux parce que tout le monde nous a remerciés. On m'a même fait des câlins, enfin c'était merveilleux. Donc là, vous vous êtes dit quoi? Que ça donnait du sens à toutes les souffrances que vous aviez vécues auparavant? Je me suis dit qu'en fait, il fallait combattre cette image que les gens ont la plupart du temps sur le vitiligo, que c'est pas beau, que les gens se cachent, on déprime. Non, il faut casser cette image-là, il faut véhiculer une belle image justement que c'est beau et passer ce message aux gens qui ont ça, que voilà, que c'est beau et qu'il faut s'accepter comme ça. Alors j'imagine que vous avez été très émue lorsque vous avez reçu le coup de téléphone d'une maman. Oui. Il y a une maman qui m'a contactée parce qu'elle a vu les visuels de l'association et qui voulait en savoir plus. Et comme elle savait que j'étais coiffeuse, donc elle me contacte pour discuter parce que sa fille a le vitiligo et elle le vit pas bien. Donc en gros, elle vous appelle pour vous demander des conseils. Voilà. Et alors là, vous avez ressenti quoi, vous? Je me suis sentie... comment dire, très heureuse de pouvoir l'aider. Utile? Utile, voilà. Je me suis sentie utile de pouvoir aider cette maman et sa fille, de pouvoir l'aider, l'éclaircir un petit peu sur les questions qu'elle se posait, ses craintes, et l'éclairer un petit peu sur tout ça. Ça m'a fait du bien à moi et en même temps, ça a fait du bien à cette maman. Ça l'a aidée, je pense, j'espère, à être éclairée un petit peu sur le vitiligo. Call it magic, call it true, call it magic. Aujourd'hui, comment vous le vivez, tout ça? Votre vitiligo, votre corps, votre... Je le vis beaucoup mieux. Ça y est, je l'ai accepté, c'est fait. Donc maintenant, je vis ma vie. Je n'ai pas peur de m'habiller léger, de me montrer. C'est fini tout ça maintenant. Même si quelqu'un vient me poser une question ou une réflexion, je vais lui expliquer ce que c'est sans problème. Je ne vais plus être gênée ou essayer d'esquiver la chose. Voilà, je vais aller de l'avant et je ne vais plus me cacher. C'est fini tout ça. Est-ce que votre vitiligo progresse encore? Oui. Il progresse très rapidement. Comme je disais tout à l'heure, je suis atteinte à 70%, je pense. Et, alors donc ça veut dire quoi? Que les taches changent de forme, évoluent, régressent? Comment ça se traduit comment? Ça évolue. Ça évolue. Après, c'est souvent les zones de frottement qui sont atteintes les premières. Et donc après, ils ont fait une découverte quand même que la mélanine est à l'état dormante. Donc ils nous ont conseillé de s'exposer quand même un petit peu. Et donc là, on voit bien qu'il y a des petites taches qui sont revenues.
Donc ça, Avant, ça correspond à votre exposition. Voilà. Comme moi, j'ai des grains de beauté, par exemple. Voilà, c'est de la surpigmentation qui remonte à la surface. Et donc, on vous conseille de vous exposer au soleil. Voilà, pour stimuler la mélanine. Et là, en fait, tout ça, c'est de la repigmentation naturelle, en fait. Donc, on verra tout à l'heure avec un dermatologue s'il y a des traitements, si on peut éviter la progression Voilà. du vitiligo ou pas. On lui posera toutes ces questions-là. Est-ce que c'est une maladie génétique transmissible si vous avez des enfants, par exemple? Oui, il y a un petit peu de génétique. Je crois qu'il y a 20 ou 30% d'hérédité. Maintenant, je sais pas, c'est peut-être pas les calculs sont bons, mais oui, il y a un petit peu de génétique, ouais. Il y avait des antécédents dans votre famille? Il y a mon arrière-grand-mère du côté de mon père biologique qui a eu ça. Apparemment, on est les seuls à avoir eu ça. Ça peut sauter des générations. Ou ça peut être, oui, de mère à enfant, ça peut être transmis, je sais pas, peut-être. Est-ce que la souffrance que vous avez éprouvée dans vos jeunes années, au moment où vous vous êtes senti exclu, humilié par les autres, est-ce que cette souffrance-là s'est transformée en moteur aujourd'hui? Est-ce qu'elle vous motive d'autant plus pour encore mieux vivre votre vie aujourd'hui? Bien sûr. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal, maintenant, ils sont mises de côté, j'y pense plus. Et voilà, maintenant, oui, ça, dans un sens, ça m'a forgé, ça m'a donné de la force, finalement. Ouais. Justement, il vous est arrivé d'en recroiser des personnes là, celles qui vous ont humilié à cette époque-là? Oui. Oui, ça m'est arrivé, mais je les évite. C'est-à-dire Je vais que pas vers eux. jamais leur réaction stupide à l'époque ne s'est transformée en admiration aujourd'hui? Personne ne s'est excusé, ne vous a demandé pardon Non. ou a fait des commentaires sur votre parcours aujourd'hui? Non, jamais. Ils sont trop fiers, ces gens-là. Ils viendront pas s'excuser. Le mal est fait et voilà. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé des parades quand on vous fait une réflexion? Vous dites quoi? Vous répondez quoi? Bah, déjà, je leur dis que c'est la même maladie que Michael Jackson avait. Il avait cette maladie. Donc, le vitiligo. Et du coup, ben, là, ça... Ça calme? Ça calme. Donc, du coup, oui, je suis toujours fière de dire ça. De dire que Michael Jackson a eu ça aussi. Aujourd'hui, quoi, vous êtes presque fière d'arborer ces taches, j'ai l'impression, hein? Est-ce que vous êtes fière d'afficher cette différence? Je suis fière parce que je sais que je vais pouvoir aider les gens. Après, c'est sûr qu'il y aura toujours des petits moments compliqués, mais voilà, faut passer au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a comme petits moments compliqués? Toujours un petit peu les regards des gens. Mais tant qu'on ne saura pas plus ce que c'est, il y aura toujours ce regard. Les gens, en fait, regardent ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y aura toujours ça. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui? Oui. Plus on va en parler. D'ailleurs, je vous en remercie de me donner la parole, de pouvoir parler de ça. Ça va faire changer les choses, ça va avancer les choses. En tout cas, merci d'être venu, merci de votre confiance. J'adore votre visage expressif, vous êtes super expressive. C'est-à-dire qu'on voit vraiment quand vous êtes triste et quand vous êtes joyeuse. J'imagine qu'il a dû se régaler, Daniel, à vous photographier. Oui. Je vais lui poser la question, puisqu'on va le recevoir dans quelques instants. Et puis, il va nous dire ce qu'il a observé, lui, en quoi le fait de vous faire des compliments, de vous photographier, vous a transformé. J'imagine qu'il va pouvoir en témoigner. Et puis, on va pouvoir poser toutes les questions qu'on a envie de poser à un dermatologue que vous connaissez bien. Je vais les chercher. Oui. Hein, je vais chercher Daniel. Merci beaucoup Merci de votre confiance. À tout de suite. À tout de suite. Mes invités comme Nadia aujourd'hui ont ce genre de force et de pudeur qui permet de dépasser tous les obstacles. Pourtant, une question s'impose. Comment s'échappe-t-on du pire? C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai voulu aujourd'hui écouter ses plus proches, afin de comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de l'expérience si particulière de mon invité. Et il faut dire aux gens, le vitiligo, c'est pas une maladie contagieuse. Le nombre de mamans qui peuvent venir en disant « mon fils, on n'a pas voulu lui serrer la main », je ne vois pas pourquoi on ne veut pas serrer la main. C'est une maladie auto-immune, c'est pas une maladie contagieuse. Et c'est très important. Et je pense qu'on a besoin d'un regard bienveillant pour grandir. Nous venons de parler de ce parcours
de Nadia, parcours à la fois douloureux et puis de cette souffrance, elle a fait une vraie force et grâce à vous quand même beaucoup, hein, Grâce à Daniel. elle, surtout. Grâce à elle surtout, mais cette rencontre avec vous a été très très importante pour elle. Quand elle m'a parlé de vous, son visage s'est ouvert, s'est illuminé, Elle me les fait yeux se pleurer. sont mis à briller. Et puis, le sourire s'est affiché. Donc, est-ce que vous en gardez quel souvenir, vous, de cette rencontre? La première rencontre un petit peu atypique parce que, en fait, il faut savoir que la première fois que je l'ai vue, elle était grimée pour un shooting photo, pour une affiche. Donc forcément, elle n'était pas à son avantage. Je Donc, en ugly Betty, là, ce qu'elle disait Ouais, tout à l'heure. exactement, ouais, c'est ça, ouais. Et donc, forcément, ouais, je veux dire, la première approche n'a pas été physique, je dirais. C'est-à-dire, vous n'avez éprouvé aucune attirance pour elle à ce moment-là? Non, forcément, parce que vraiment, si vous voyiez la photo, vous comprendriez. Elle était carrément moche, quoi. Elle était carrément Dites-le, moche. dites-le. Et j'ai même insisté pour qu'elle le soit encore plus. Ce qui était difficile de la rendre moche quand même, quoi, Ouais. donc bravo. Bon. Mais après, c'est surtout en fait le moment du shooting en lui-même où effectivement, moi, un shooting, je mets toujours de la musique un petit peu forte, etc. Et j'ai vu qu'immédiatement, elle a commencé à en jouer, à danser un petit peu pendant que je réglais mes lumières, pendant que je réglais mon boîtier. Et c'est là que j'ai même pu vu en fait le fait qu'elle soit grimée. Je l'ai vue elle, quoi. Et vous êtes dit Pourtant, quoi? bah, en fait, c'est bizarre parce que je dis toujours que malgré tout, lors d'une rencontre, le premier attrait, c'est le physique, quoi. Je veux dire, faut pas se leurrer, quoi. D'abord, on voit le physique et ensuite, on voit la personne. Et là, bizarrement, malgré que je dise toujours ça, bizarrement, j'ai d'abord reconnu la personne avant de la voir réellement physiquement, quoi. C'est plutôt mieux, ça, non? Ouais, oui, part oui, d'abord je sais pas, l'intérieur. peut-être. Oui, bien sûr, quand on Donc, connaît vous la avez eu un personne. petit coup de cœur, quand même, vous dites ça? Ouais. Vous en êtes peut-être pas rendu compte sur le moment, mais Non. le soir? Ouais, c'est ça quand je suis rentré en fait, parce que avant de partir, on a un petit peu discuté vite fait, elle m'a demandé quelques renseignements sur le mannequinat, etc. Et du coup, le soir, effectivement, en rentrant, je me suis dit, ouais, cette fille-là, il y a un truc, quoi. J'aime bien les filles qui s'affirment, qui sont un petit peu délurées, quoi, qui aiment s'amuser. Donc là, c'est vous qui demandez son numéro. Non, je lui demande pas à elle, en fait. Non, pas elle, mais quand même, vous vous renseignez pour Oui, ah oui, avoir oui, son mais oui, numéro. complètement. Ah oui, non, moi, je suis quelqu'un de déterminé et de passionné quand je. Et vous vous dites quoi en demandant son numéro? Ben, en demandant son numéro, je me dis, ouais, cette fille, faut que je la revoie, quoi, en fait. Et surtout pas dans le cadre dans lequel je l'ai connue, parce que je suis professionnel, je suis reconnu dans ma profession pour être quelqu'un de droit et de professionnel, mais également pour quelqu'un de déluré à l'extérieur. Donc, je me dis, ouais, cette fille, elle a quelque chose, il faut que je la rencontre dans un autre cadre que celui de mon métier, quoi. Bon, j'ai quand même usé d'un subterfuge professionnel pour la recontacter. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, avant de la quitter ce fameux soir de ce shooting, elle me pose des questions sur le régime que font les mannequins. À cette époque-là, Nadia avait quelques kilos en plus. Et c'est elle qui me demande, en fait, quel genre de régime les mannequins font ou que je propose aux mannequins, etc. Et un pharmacien, un jour, m'avait conseillé un régime pour les mannequins qui est très, très naturel. Il n'y a pas d'exagération, etc. Je suis complètement contre les régimes à outrance, quoi. Et de ce fait, je lui donne un petit peu les tuyaux de Un ce régime régime. spécial mannequin. Alors c'est quoi, tiens? Non, c'est pas parce que spécial Ça vous mannequin. intéresse? C'est pas spécial mannequin, c'est que tout simplement, je l'ai trouvé super intéresse intéressant. J'ai trouvé super intéressant base de et en quoi? fait, il fonctionne. À base, mais en fait, c'est surtout une réalimentation saine, je dirais. C'est-à-dire que, par exemple, la base forte, c'est jamais de féculents le soir. Par exemple. Donc pas de frites et pas de pâtes, c'est dommage. parce que Ouais, moi, j'aime le bien soir, ça. jamais de féculents. Voilà ce qu'il m'avait dit. Le soir, jamais de féculents, parce qu'en fait, ouais, mais je vais pas faire un cours médical. On a Ah, nous avons professeur un en médecine docteur. sur le Vous avez un docteur qui valide ou pas? Pas nutritionniste, mais Bon, donc alors vous dites je vais l'appeler pour lui donner quelques conseils. Non. Hyper malin. Non, parce que je lui ai donné que ses conseils le soir du shooting. Et en fait, par contre, je me suis dit, où en est-elle, en fait, dans son régime? Voilà, donc je lui envoie un c'est malin, SMS. je vais apprendre des choses. moi. Ouais. J'envoie un SMS, en fait, en lui demandant où elle en est dans son régime. Et c'est là qu'elle me dit, écoute, ça se passe très bien, j'ai déjà perdu tant et tant de kilos, je me souviens plus du tout. Et à la fin, en fait, C'était combien de temps après? Ouais, 2-3 semaines, Ouais, approximativement. 3 semaines. Ah oui, ouais. quand même, ça a attendu 3 semaines. Ouais, Donc, oui, non, mais... hyper malin quand même. Hein. Il laisse le temps, il lui Très laisse le temps respectueux. de mincir un peu et puis hop, on revient à la charge. Et là où j'ai été par contre malin, c'est que dans ma conversation, le soir-là, je lui dis par SMS, parce que, comme je t'avais dit, tu as droit à un plat calorique par semaine, je t'invite au restaurant. Ah, top. Et alors, donc, au resto, elle nous en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aime bien avoir le regard, l'autre regard sur cette Ouais, idée. j'ai pas forcément des souvenirs. J'étais dans une période de ma vie, je venais de me séparer d'une vie commune de 23 ans maritale.
pour moi, en fait, c'était pas forcément la reconstruction qui était ma base à ce moment-là. Et surtout, j'ai très très mal vécu mon divorce. Donc, je vous avoue que j'ai des petits souvenirs en fait qui bloquent et qui sont pas forcément ouverts sur cette période-là. Est-ce que vous aviez remarqué une différence physique? Des petites taches, vous l'aviez remarqué? À ce moment-là, en fait, donc en 2009, quand on s'est rencontrés, son vitiligo était vraiment pas évolué comme aujourd'hui. À cette époque-là, elle avait quelques taches sur le visage, elle se maquillait, donc forcément on ne les voyait pas. Les seuls endroits dépigmentés où on pouvait vraiment le voir, ce sont les mains. Ouais. Alors moi, je vous avoue en fait qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas le vitiligo, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je connaissais comme tout le monde l'histoire de Michael Jackson qui cachait son vitiligo, mais on ne le savait pas. Mais je veux dire, je connaissais la version officielle, comme quoi il s'était fait dépigmenter parce qu'il voulait plus être black, nanana. Des imbécilités, pardon, dommages et dommageables en fait pour la cause du vitiligo. Et donc pour ma part, je me disais, elle est coiffeuse, elle a dû se brûler les mains avec des Et vous produits aviez de coiffure. remarqué? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que il y avait vraiment une délimitation en fait qui était très nette à cette époque-là, au niveau du poignet, Ouais. donc ça se voyait forcément. C'était l'été? Non, c'était en plein hiver, c'était en janvier. Ouais. C'était Et en puis, janvier. elle vous en a parlé assez vite. Oui, parce que forcément après on s'est rencontrés. Je veux dire, à partir de ce moment-là, quand même, il y a eu un coup de foudre, quoi. Je veux dire, j'ai appris à la connaître, à la voir non grimée. Donc, forcément, on a commencé à en discuter. J'ai demandé ce que c'était, parce que voilà, j'étais néophyte, je connaissais pas du tout la maladie, et c'est là qu'elle m'explique. Et voilà. J'aimerais bien, je vois pas son regard sur vous, mais Moi, ça je doit le être vois. quelque chose. Hein. Moi, je le vois. Parce qu'alors, elle le regarde, mais alors, si elle pouvait le manger du regard, elle est trop mignonne. Ouais, alors là, C'est vrai. Hein. j'en suis Je comprends. passionné. Je sais. Alors, il paraît que vous êtes tombé amoureux des taches. Oui, alors ouais, mais c'est même plus amoureux. C'est que... alors, je sais pas si je suis très objectif, je pense que oui, parce que notre entourage, notre famille et nos amis ont le même ressenti que moi. Mais moi, j'ai également un regard artistique, en fait, sur ma muse, parce que Nadia est ma muse. Sans me comparer à lui, Salvador Dali avait Gala, moi j'ai Nadia. Waouh, ouais, c'est Donc, pas rien. Hein. Mais après, je me compare pas du tout. Je compare pas du tout le talent de Salvador Dali au mien, bien sûr. Mais je veux dire, moi, son vitiligo. Bizarrement, encore récemment, on avait un dîner avec de proches amis et on discutait justement de l'émission, de l'opportunité de cette émission. Et moi, je dis en fait à l'assemblée, à la tablée, je dis, c'est peut-être égoïste ce que je vais dire, mais si un jour Nadia devait plus avoir son vitiligo, j'en serais déçu, parce que je trouve ça magnifique. Pourquoi? Et je vais vous répondre en vous disant ce que la tablée a répondu. Tout le monde a dit, Nadia, tu es magnifique comme ça. Nadia, c'est le vitiligo, c'est Nadia. Ça fait partie intégrante d'elle, quoi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous trouvez magnifique? Sa différence? Oui, déjà... Ça en fait quelqu'un d'unique, encore plus? Mais c'est carrément ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire un parallèle. J'aime bien faire des parallèles. Je vais faire un parallèle avec une personne qui se fait un tatouage, comme c'est très à la mode. Nadia rigole parce qu'elle sait que j'aime pas les tatouages. Mais en fait, une personne qui se fait un tatouage, elle a le même tatouage au même endroit toute sa vie. Nadia, son corps évolue, son graphisme évolue au quotidien. Et ça, je trouve que c'est fantastique, c'est unique. Et aucune autre personne, même qui a le vitiligo, n'a la tâche que Nadia a ici. Vous voyez, elle est vraiment unique. Est-ce que vous avez eu à cœur de lui faire des compliments, de la flatter, de lui dire qu'elle était belle en vous disant, en ayant compris qu'elle avait souffert par le passé, en vous disant, est-ce qu'il y avait un peu de stratégie en vous disant ça va lui faire du bien, ça va lui faire prendre confiance en elle? Alors il y a de la stratégie, mais pas par rapport à ce que vous avez, à ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, moi je ne connaissais pas son vécu. Il n'y avait pas de stratégie par rapport à cela. Par contre, effectivement, ceux que j'aime, je les aime passionnément. Donc forcément, pour moi, je m'évertue au quotidien en fait que Nadia se sente bien avec son vitiligo ou sans son vitiligo, peu importe. Mais pour ma part, c'est vraiment qu'elle se sente bien au quotidien dans nos travails respectifs. On travaille énormément ensemble. Pour moi, c'est ça qui est primordial, mais pas d'une façon stratégique pour conserver Nadia. C'est pas ça du tout. Mais ouais, je suis humain et j'aime bien, je suis passionné. Voilà. Bon, vous allez nous parler de son évolution, vous allez nous dire comment vous l'avez senti prendre confiance en elle. Je voudrais qu'on revienne quand même sur le vitiligo, qu'on comprenne. C'est une maladie, on parle d'une maladie. Alors, le vitiligo, c'est une maladie et on a récemment... Parce que c'est vrai que
très souvent, on dit c'est cosmétique. Eh bien, le vitiligo, c'est pas que cosmétique. C'est d'abord C'est génétique? Il y a une base génétique dans le vitiligo qui est certaine. C'est-à-dire, on sait maintenant qu'il y a à peu près une trentaine de gènes impliqués dans le vitiligo, pour la plupart des gènes d'auto-immunité. Donc, c'est une maladie auto-immune. Probablement, c'est la maladie auto-immune pour laquelle on a le plus de gènes, plus que pour le diabète de type 1, par exemple. Et donc, c'est une vraie maladie. Et c'est une maladie qui peut être associée à d'autres maladies auto-immunes. Et Par exemple, les thyroïdites. Une des choses qui est vraiment très très claire dans le vitiligo, c'est que les patients qui ont un vitiligo ont presque 25% de risque de faire un problème de thyroïde à un moment de leur vie. Donc quand on voit un patient avec un vitiligo, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie en général sa fonction thyroïdienne. On cherche aussi des anticorps, et probablement que dans ces anticorps-là, qui sont des anticorps dirigés contre la thyroïde, il se pourrait qu'il y ait un lien avec les anticorps dirigés contre le mélanocyte, puisque dans le vitiligo, c'est ça. Contre le mélanocyte, qui est la cellule qui fabrique le pigment. L'unité de fabrication du pigment, le mélanocyte, est attaquée par des anticorps. D'accord. Elle est attaquée directement, elle, et elle est attaquée au niveau de ses attaches. C'est pour ça que le vitiligo, très souvent, se met au niveau des zones de frottement. Quand on frotte de manière répétée sur un endroit, eh bien, on perd le mélanocyte, on perd la couleur, on perd l'unité, l'usine qui fabrique le pigment. Donc, alors, le premier conseil, c'est lorsqu'on a un vitiligo, il faut faire surveiller sa thyroïde. J'imagine que Nadia, vous l'avez fait. Comment? Vous ne l'avez pas fait? Non, je l'ai pas fait, non. Il faut le faire alors, c'est important. C'est vraiment quelque chose d'important. Il faut le faire au moins une fois, et ensuite, tous les 4 ou 5 ans, le refaire. Parce que c'est pas parce qu'on l'a vérifié une fois que la fois suivante, la fois suivante, il peut y avoir un problème. Alors, oui, c'est pas forcément comme ça. On avait fait une étude à l'époque où j'étais à Bordeaux, où on avait trouvé que le risque d'avoir une thyroïde malade quand on a du vitiligo doublait tous les 5 ans. Donc on estime de manière peut-être un peu arbitraire, parce que même s'il peut doubler tous les 5 ans, on peut au bout d'1 an avoir une thyroïdite. Alors juste à l'inverse, si on soigne la thyroïde malade, est-ce que ça va réduire le vitiligo? Non. Non, ce serait trop simple en réalité. Et il y a des personnes qui ont très peu de vitiligo et qui ont un problème de thyroïde, comme il y en a qui ont beaucoup de vitiligo et qui n'ont aucun problème de thyroïde. Est-ce que le vitiligo, c'est une maladie dangereuse? Est-ce qu'il y a un rapport avec le cancer de la peau, par exemple? Au contraire. Le vitiligo, c'est presque une armure blanche. Dans les gènes qui ont été découverts, qui sont liés au vitiligo, il y a des gènes qui sont liés au vitiligo, qui sont protecteurs vis-à-vis du plus grave des cancers de la peau, qui est le mélanome. Et à l'inverse, il y a des gènes qui prédisent le mélanome, qui sont prédicteurs de survenue du mélanome et qui sont protecteurs pour le vitiligo. Et dans toutes les études épidémiologiques qui ont été faites, il y a un facteur de protection des gens qui ont du vitiligo, même quand on ajuste sur l'exposition solaire. Parce qu'on peut se dire, au fond, quand on a du vitiligo, on ne va pas au soleil. Eh bien, même quand on ajuste, même à exposition solaire égale, les gens qui ont du vitiligo font 4 fois moins de mélanome. Ça veut pas dire qu'ils en font pas. Elle nous disait même tout à l'heure qu'on lui conseillait de s'exposer au soleil pour faire revenir le pigment à la surface. Alors, oui, à condition de bien se protéger. Alors non, il faut s'exposer à la lumière. Il ne faut jamais le faire, évidemment, quand il fait très chaud, c'est-à-dire jamais entre midi et 16 heures, au moment du pic du soleil. Il faut toujours le faire le matin ou le soir après 16 ou 17 heures. Et il faut y aller progressivement, exactement comme on ferait, au fond, une photothérapie. Quand on soigne le vitiligo, un des traitements, c'est la photothérapie. C'est presque un incontournable dans le vitiligo. On fait une exposition à la lumière progressive, de manière à ne jamais brûler, de manière à avoir une teinte rosée, ce qui est le seuil de stimulation du mélanocyte pour fabriquer du pigment, et on ne brûle pas. Mais alors vous dites, quand on soigne le vitiligo, ça veut dire que ça se soigne? Bien évidemment. Le vitiligo... Quel que soit le vitiligo? Alors, oui, on peut le soigner de plusieurs manières. On peut le soigner en essayant de le repigmenter, puisque au fond, les gens qui ont du vitiligo, ce qui peut les déranger en tout cas, c'est la différence de couleur. Repigmenter, ça veut dire quoi? Faire du tatouage sur la peau? Non, c'est stimuler les mélanocytes qui ne sont pas touchés, ou les cellules qui sont au niveau du follicule pileux, qui sont ce qu'on appelle les cellules souches, pour qu'elles se transforment en mélanocytes. Eh bien, on peut le faire. Évidemment, c'est un traitement qui est très long, et qui demande d'être assidu. Quand on va faire 2 ou 3 fois une photothérapie en cabine,
ça demande du temps. C'est pas facile pour tout le monde. Quand on travaille, c'est pas très simple. Et c'est souvent ça qui manque, c'est-à-dire Et l'assiduité. Pour que ce soit efficace, il faut le faire dès l'apparition de la maladie ou ça peut... Vous avez suivi un traitement, vous, Non, Nadia? j'ai jamais suivi de traitement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on m'a dit qu'il n'y avait pas vraiment de traitement. On ne savait pas d'où ça venait. À l'époque, le dermato que j'avais vu, il ne savait pas trop. Mais alors aujourd'hui, par exemple, où le vitiligo recouvre 70% de votre corps, est-ce que à ce stade, Nadia pourrait suivre un traitement? À mon avis, si Nadia doit suivre un traitement, parce que repigmenter, eh bien évidemment, on peut. Il y a des zones très difficiles à repigmenter, c'est les mains et les pieds. C'est des zones où il y a très peu de follicules pileux, donc c'est compliqué de repigmenter. Alors moi, ce que je pourrais conseiller à Nadia, plutôt que de repigmenter, c'est de dépigmenter pour finir Oh, bah la alors couleur. là, Daniel Sauf que serait pas content. je vais avoir quelqu'un qui va me haïr Ah oui, si ça, je le c'est fais. clair. Je vais Faudrait pas du éviter de lui dire ça. Ce qui est important, c'est Nadia. Je veux dire, ce qui est important, c'est le patient, c'est l'individu. À partir du moment où l'individu vit bien son vitiligo, que son entourage l'aide à bien vivre le vitiligo, il n'y a pas de raison de le traiter. Est-ce que vous avez beaucoup de patients qui viennent vous voir atteints de vitiligo en souffrance du regard des autres, voilà, qui subissent, qui ont du mal à en faire, comme Nadia aujourd'hui, une force? Bien sûr. Je pense que les adolescents, en général, sont plus fragiles, mais pas que les adolescents. Il y a des patients adultes qui sont fragiles. Alors, évidemment, moi, je suis dans un centre, je suis à l'hôpital Henri Mondor, et j'ai une consultation spécialisée de vitiligo. Donc, les gens qui viennent me voir, ils sont en souffrance, sinon ils ne viendraient pas. Ils viennent de toute la France. Ouais. Donc, quand on fait plusieurs centaines de kilomètres, c'est qu'on est en souffrance. Mais je pense qu'il y en a aussi qui vivent très bien leur vitiligo. Alors, vous avez parlé de la photothérapie. Il y a d'autres types de traitements? Oui, bien sûr. Il y a des traitements topiques. Dans le vitiligo, il y a plusieurs niveaux. Il faut arrêter la progression de la maladie. Une des grandes frayeurs des patients quand ils viennent nous voir, même quand ils ont très peu de vitiligo, c'est « et si mon vitiligo augmente ? Et s'il envahit mon visage ? Et s'il envahit... Qu'est-ce que je fais ?» Et là, on a des traitements, évidemment, qui sont des traitements qui peuvent bloquer la phase inflammatoire. Et il y a la repigmentation en elle-même. Eh bien, au moment de quand on veut traiter le vitiligo, quand on veut le repigmenter, il y a la photothérapie. Il y a aussi des traitements, des crèmes qu'on peut mettre... Locales, qu'on associe à la photothérapie. Et comment on fait pour repigmenter juste la zone où la peau a blanchi, par exemple? C'est dépigmenté. Donc si vous repigmentez tout, ça veut dire que les zones plus foncées vont foncer un peu plus. Un peu plus. Donc on le voit forcément au début. Et c'est une des raisons. C'est très bien que vous me disiez ça, parce que c'est une des raisons pour lesquelles les patients qui ont la peau très foncée, parfois, hésitent à venir faire le traitement, parce qu'ils se disent mais ça va se voir encore plus. Alors finalement, est-ce que la solution ne serait pas celle qu'a choisie Nadia? Si vous aviez su toutes ces réponses thérapeutiques, est-ce que vous seriez allé sur cette voie-là, ou est-ce que vous auriez fait ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de lâcher-prise et d'acceptation? Peut-être que si j'avais su plus tôt, au début du vitiligo, peut-être que j'aurais fait un traitement pour stopper. Parce que c'était au moment où ça n'allait pas bien. Mais maintenant, aujourd'hui, non, j'ai pas envie de faire de traitement. Le truc, c'est qu'elle a trouvé le meilleur traitement, c'est Daniel, quand même. C'est l'amour. C'est un truc... non, mais c'est vrai. Attendez, moi, j'ai jamais entendu « tu es ma muse ». Dali avait Gala. Non, c'est quand même... J'ai un frère jumeau, si vous voulez. Ah, bah, écoutez, on va en reparler. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Non, mais c'est pas vrai. Bon, c'est pas vrai. Bon, d'accord. C'est une boutade. Alors justement, c'est important ce que vous lui avez apporté quand même, parce que c'est un changement de regard sur elle-même. Elle nous disait être très complexée. Quand vous lui avez demandé de poser, vous lui avez appris à poser, vous lui avez appris à poser un regard aussi différent sur elle. Comment vous l'avez vécu tout ça, vous? De façon très naturelle, parce que pour moi, il était très naturel que je trouve Nadia belle, parce qu'elle l'est, qu'elle ait le vitiligo ou pas. Donc, d'un regard de photographe, je me disais, je comprends pas qu'elle ne s'aime pas comme ça. Et donc, pour ma part, je sais, il est prouvé que la photographie, en fait, c'est une très très bonne thérapie sur certains mots. Pardon. Et je me suis dit, on va tester la photo, en fait, en tant que thérapie sur Nadia, quoi.
Donc pendant de nombreuses années, Nadia a posé pour des diffuseurs, pour des marques, etc. Où je la shootais en fait pour ces diffuseurs-là. Et forcément, en fait, je posais systématiquement la question aux diffuseurs, est-ce que vous voulez que je retouche le vitiligo de Nadia ou pas? Systématiquement, les clients me répondaient, mais à 100% des cas, ils me disaient, le vitiligo à Nadia est magnifique, ses taches sont magnifiques, mais j'ai peur du regard de nos clients. Donc, retouche les photos, s'il te plaît. Voilà. Donc ça a été pendant au moins 5 ans. Jusqu'au jour, donc, où j'ai décidé, en fait, de demander à Nadia si elle voudrait faire un nu vitiligo. Et sans savoir du tout déjà si elle allait accepter premièrement des nus, on en avait déjà fait, des nus privés quoi. Mais en essayant d'exploiter en fait une photo avec son vitiligo, j'ai proposé ça. Alors j'avoue Et vous aviez un objectif en faisant ça? Oui. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Moi je voulais qu'on communique en fait sur ce vitiligo. C'est-à-dire que pour moi, je trouve quand même incroyable, mais vrai, que tous les jours, en fait, quand on parle du vitiligo, les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Comme je disais, la personne en qui j'en voudrais le plus, c'est Michael Jackson. Le mec, quand même, il avait une communication mondiale. Si lui avait parlé du vitiligo, mais on connaîtrait le vitiligo, mais dans le monde entier, quoi. Alors qu'il l'a complètement caché. Donc mais moi, avant de soumettre cette idée à Nadia, est-ce que vous aviez eu cette conversation tous les deux? Sur la communication? Oui. Est-ce que vous lui aviez dit, est-ce que ce serait peut-être bien qu'on cherche une idée pour communiquer? Non, parce qu'en fait, moi sur mes projets, en fait, j'avance toujours pas à tatillon, mais c'est-à-dire qu'en fait, je mets jamais un projet devant l'autre. C'est-à-dire que dès que j'ai un projet, une idée, je la mets en application, je la mets en œuvre, quoi, je la réalise. Donc là, vraiment, à la base, c'était un amusement, quoi. Je veux dire, c'était ouais, est-ce que je vais réussir à faire une magnifique photo avec le vitiligo de Nadia? Faire une magnifique photo de Nadia, tout le monde peut le faire, mais après, est-ce que moi, par rapport au réglage des lumières, il y a quand même un réglage de lumière qui est un petit peu spécifique quand une personne, en fait, a le vitiligo, ou une personne de couleur noire, pareil. C'est des lumières un petit peu plus spécifiques en photo et en vidéo, quoi. Hein. Donc, pour ma part, en fait, je lui ai proposé ça, elle a dit oui. Elle a dit oui. Et donc on a fait cette photo, et en voyant le résultat, moi quand j'ai dérushé en fait la photo sans y faire aucune retouche, je me suis dit waouh, il y a quelque chose à faire avec cette image quoi. Et c'est là que je me suis dit attends, faut que tu regardes ce qui se passe au niveau des assos, au niveau du ministère de la Santé, ou peu importe, si quelqu'un pourrait être intéressé pour ce genre de communication positive. C'est-à-dire que pour moi, un visuel est beau à partir du moment où il est positif. S'il est négatif, je suis pas forcément. Donc c'est comme ça qu'elle est devenue le visage de l'association nationale. Et alors, donc il y a une marque qui a fini par être intéressée par des photos non retouchées. Oui, alors je vous explique. En fait, c'est une joaillière, une créatrice en joaillerie en fait que j'ai rencontrée, qui m'a contacté il y a un petit peu plus d'un an de cela, qui connaissait mon travail, on en avait parlé, etc. Et puis elle m'a demandé en fait de m'occuper de ses visuels publicitaires. Donc je la rencontre, on discute, on parle de la partie business, etc. Comment que ça fonctionne. Il est arrivé un moment en fait de la discussion où il a fallu sélectionner le mannequin. Donc la personne qui va porter les bijoux sur les visuels. Donc je lui présente en fait plusieurs books de mannequins comme je le fais habituellement, et je présente le book de Nadia. Et en fait à ce moment-là, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais déjà produit la photo pour l'association française du vitiligo avec le dalmatien. Elle voit cette photo, mais alors, mais instinctivement, je veux dire, elle me regarde, elle me dit, c'est elle. Ne me montre pas d'autre, c'est elle que je veux. Et c'est là que je lui dis, s'il faut, je peux retoucher. Non, surtout pas, je la veux avec ses taches. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et depuis ce jour-là, je ne retouche plus aucune photo, du moins, plus du tout le vitiligo sur aucune photo de Nadia. Alors, elle s'appelle comment, cette créatrice ? Elle s'appelle Isabelle Durmeyer. Alors, elle a tenu à vous adresser un message. Écoutez. Bonjour, je suis Isabelle Durmeyer, je suis créateur bijoutier et joaillier. J'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu toutes les taches qu'elle avait sur le corps, mais j'ai vraiment été séduite parce que c'est vraiment un mannequin qui était vraiment différent de toutes les autres. Donc c'était Nadia et pas une autre, c'était une évidence même pour moi. Et je suis ravie que Nadia soit mon égérie, j'en suis vraiment très très fière. J'aimerais dire à toutes les personnes qui ont le vitiligo,
Affirmez-vous, vous êtes différent, c'est ce qui fera votre force. Nadia, je te souhaite une bonne continuation. Je t'embrasse. À bientôt. Elle est formidable. Je l'adore, elle est formidable. Donc, le regard, votre regard sur son parcours, sur elle, sur cette personne. Bon, on a bien compris que vous n'étiez pas très objectif. Mais Ouais, bon. non, mais je suis fan. C'est ce genre de questions, faut même pas me poser. Moi, je suis fan. Non, mais je suis fan, pas que de son vitiligo, bien entendu. Quoi. Je veux dire, je suis fan de la personne, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle est, quoi, de sa gentillesse. Elle est d'une douceur incroyable. Je pense que vous avez pu le constater par vous-même. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, donc Nadia avait 19 ans. Moi aussi, on n'a aucune différence d'âge. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Vous auriez pu quand même Exactement. dire, elle est peut-être un peu jeune, non? Oui, j'aurais pu, mais non, je me le suis pas dit. Ah, d'accord. Et en fait, donc dès le départ, quand j'ai constaté en fait que ça allait être quelque chose, une histoire sérieuse, je l'ai immédiatement présenté à ma famille, à mes amis, etc. Tout le monde adore Nadia. Mais tout le monde adore Nadia. Et sachez que vraiment, j'ai eu aucune. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que vous pensez que tout ce qu'elle a subi, Oui, forcément. ces humiliations, ces souffrances, cette difficulté Ça l'a à forgé. supporter le regard des autres? Moi, je vais vous dire une chose. Je pense, personnellement, que c'est pas moi la meilleure des choses qui soit arrivée dans la vie de Nadia, mais c'est son vitiligo. Ça l'a forgée d'une certaine façon. Et si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, je vous assure, ce qui se passe depuis toutes ces années, en fait, c'est grâce à son vitiligo, et vous en êtes la preuve, on serait pas là. Oui, c'est aussi parce qu'elle a rencontré un regard bienveillant quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, docteur, de ce que vient de dire Moi, je suis... Daniel? C'est une très très belle histoire. Et ce qui est important, moi je suis vraiment content que Nadia se montre et que Nadia soit un mannequin qui a le vitiligo, qui s'affiche. Et il faut dire aux gens, le vitiligo, c'est pas une maladie contagieuse. Le nombre de mamans qui peuvent venir en disant « mon fils, on n'a pas voulu lui serrer la main », ou le nombre de femmes qui disent, parce que le vitiligo arrive souvent sur les mains, comme il est arrivé chez vous, où les gens ne veulent pas serrer la main. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on ne veut pas serrer la main. C'est une maladie auto-immune, c'est pas une maladie contagieuse. Et c'est très important. Et je pense qu'on a besoin d'un regard bienveillant pour grandir. Tout à fait. Elle a combien de chances de transmettre son vitiligo à ses descendants? Est-ce que c'est chiffré, Alors, ça? Oui, c'est chiffré, en fait. Si je prends aujourd'hui 100 personnes dans la rue, sans savoir d'où elles viennent, sans savoir qui elles sont, il y en aura une qui a le vitiligo. Il y a 1% de la population qui a le vitiligo. Si je prends 100 personnes qui ont quelqu'un dans la famille qui a le vitiligo, je monte à 15%. Donc, il y a 15%, je ne sais pas s'il faut dire de risque ou de chance. Qu'est-ce que vous diriez, Nadia? Risque ou chance? Chance, on va dire chance. Moi, je suis très heureux de vous l'entendre dire. Il y a 15% de chance, donc, qu'il y ait un vitiligo chez les enfants. Mais il y a 85% de risque, finalement, qu'il n'y ait pas de vitiligo. Qu'il n'y ait pas, ouais. Dans quel cas, vous, en tant que thérapeute, vous déconseillez les traitements? Moi, je déconseille un traitement quand le patient ne demande pas. Pour moi, ce qui est important, c'est le souhait du patient. Si un patient vient me dire « je suis embêté par mon vitiligo, je n'arrive plus à vivre avec ça, je ne le supporte pas », pour moi, c'est une souffrance et en tant que thérapeute, en tant que médecin, je me dois de l'écouter et je me dois de la traiter. Si une personne me dit « au fond, mon vitiligo ne me dérange pas » ou si je la sens hésitante, il ne faut pas forcer la main. Je pense qu'il faut laisser les gens décider. Et vous avez de bons résultats avec les traitements? Oui, on a de très bons résultats. En tout cas, pour les vitiligos du visage, on a une repigmentation qui peut être quasiment complète sur le visage. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des zones qui sont plus résistantes, c'est les mains et les pieds. Mais pour le reste, oui, je pense qu'on a presque, avec la photothérapie, 50 à 60% de personnes qui repigmentent complètement. Super. En tout cas, c'était passionnant. Moi, je vous félicite d'avoir communiqué sur le vitiligo parce que vous allez certainement aider beaucoup de personnes aujourd'hui par ce témoignage. Comment vous avez vécu ce passage chez nous jusqu'à présent? Très, très bien. Bon, c'est un stress, mais je me sens vraiment très heureuse et je suis contente de passer un beau message. Voilà, c'est génial en fait. Quel est le message que vous avez envie, sur lequel vous avez envie d'insister? Qu'il faut pas se cacher, il faut pas mal le vivre.
Il faut essayer au mieux de positiver le plus possible et pas se cacher, quoi. Alors, vous avez donc décidé de tirer parti de votre différence, hein, c'est ce qu'on voit depuis le début de notre rencontre. Et on a décidé de vous présenter d'autres personnes qui ont choisi de faire de leur particularité une force dans leur vie, hein, et dans leur parcours. Et on a demandé à nos dénicheurs, justement, de nous en parler, de nous les présenter. Donc, ils vont venir nous rejoindre. Vous allez être intéressés, je pense, par les parcours et les personnes dont ils vont nous parler. Bonjour, bonjour, Bonjour. 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 Bonjour, il y a un petit chien. Alors, c'est Brigitte qui va commencer. Ah, et je vous présente Didjet. Vous connaissez pas Didjet? Non. Eh ben, je lui plais, dis donc. Voilà. Oh, je lui plais. Mais oui, C'est le chien de qui? c'est mon chien. Ah oui? Il a Génial. eu envie de venir découvrir cette maison. Magnifique. Alors, Brigitte, Je vais vous parler de personnes malentendantes. Il y a 6 millions de Français qui sont atteints de déficit auditif. Et souvent, les appareils sont pas très gracieux, pas très jolis. Donc, il y a une jeune femme qui, elle-même malentendante, qui a eu l'idée de magnifier ses prothèses et de les décorer pour les rendre belles. Voilà, je vais vous parler de ça. voilà, donc ça c'est génial. Elle aussi, elle a décidé C'est de... absolument génial. Donc c'est une manière d'arborer sa surdité, quoi. Voilà, exactement. Quelque chose comme ça. Alors Charlotte est très coquette, elle aime beaucoup la mode et là encore, elle va vous surprendre avec comment ça s'appelle ce genre de stylisme? Le stylisme médical. Ouais. En fait, c'est justement, il y a la coquetterie et la coquetterie, elle est pour tout le monde. Et en l'occurrence, là, c'est une personne qui a créé des vêtements et des accessoires pour des personnes qui ont des appareils médicaux. En Ouais. fait. Voilà, pour que eux aussi se sentent justement jolis parce que les vêtements ont aussi des vertus thérapeutiques. Donc des vêtements qui s'adressent à des personnes, par exemple, handicapées ou appareillées. Voilà, exactement. Donc c'est comment rester coquet malgré sa différence et son handicap. Exactement, malgré un fauteuil roulant, malgré un appareil pour diabétiques, voilà. C'est pas mal ça. Et puis l'ami qu'on aimerait tout savoir, l'ami voire le compagnon ou le mari, car C'est trop cet tard, homme-là, je suis pris. c'est tout faire. Alors Luc, toi aussi, tu vas nous présenter une personne qui a fait de cette différence une force. Mais oui, exactement. Vous, Nadia, vous souffrez de vitiligo, d'accord? Et moi, je vais vous parler d'une autre maladie de la peau qu'on connaît un petit peu moins peut-être en Europe, mais qui touche quand même un Européen sur 20 000, ce qui est quand même pas si mal, c'est l'albinisme, les personnes albinos. On voit physiquement ce que c'est. Hein. Est-ce qu'il y a plus de cas d'albinisme en Europe, par exemple, que de vitiligo? Non, parce que le vitiligo, c'est pas une maladie rare. La définition de la maladie rare, c'est moins de 1 sur 2000, donc 1 sur 20 000. Il y en a pas mal d'albinos, mais il y en a beaucoup moins que le vitiligo, où c'est 1 sur 100. D'accord. Alors, c'est quoi cette maladie, alors Alors, à la différence... sur le plan scientifique? Ah oui. À la différence du vitiligo, où il y a une auto-immunité dirigée contre les mélanocytes sont présents. L'unité de fabrication de la mélanine est présente chez les patients qui ont un albinisme, mais ils n'arrivent pas, en fait, à la fabriquer normalement. Donc, ils ne fabriquent pas, en effet, de mélanine, et donc ils n'ont pas de couleur. Et la mélanine, on ne la retrouve pas que dans la peau, on la retrouve aussi dans les yeux, dans l'appareil auditif, dans les cheveux, dans les poils. Dans les D'accord. poils. C'est pour ça que ces personnes, eh ben souvent, elles Absolument. ont la peau très blanche, les cils très blancs, Et les cheveux très blancs. Ouais, aussi. Et les yeux On souffre très tous les clairs. deux d'albinisme au niveau, Pas du des tout. cheveux. Mais uniquement au niveau des cheveux. Juste, il y a des traitements contre l'albinisme? Alors l'albinisme, c'est une maladie génétique. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Il y a beaucoup de conséquences graves. Ouais, et on ne peut pas s'exposer au soleil, j'imagine. Voilà, c'est ça. Alors, Très en protégé. Europe, oui, en fait, en Afrique, il y a plusieurs formes d'albinisme. C'est relativement compliqué, mais en Afrique, c'est un gros problème. Bien sûr, Parce qu'il y a beaucoup de soleil et qu'il y a beaucoup de cancers de peau. de la peau. Oui. Ce qui n'est pas du tout le cas du vitiligo. Et justement, vous en parlez parce que justement, si en Occident, on va dire, en Europe et aux États-Unis, une personne sur 20 000 est touchée, en Afrique, c'est une personne sur 4 000. D'accord? Et il faut comprendre qu'en Afrique, les gens sont extrêmement stigmatisés par cette maladie génétique rare. Et je vais vous parler d'une femme qui s'appelle Adrienne Ntanke, qui est originaire du Cameroun et qui a 38 ans et qui a beaucoup souffert justement du regard des autres et surtout dans son pays, mais aussi en France. Qui elle-même
est atteinte d'albinisme, Oui. bien sûr, pardon, j'ai oublié de le dire. Et elle a monté son association, Association nationale et internationale de défense des albinos, ANIDA, ça s'appelle, d'accord? Parce que, véritablement, dans son pays, les personnes albinos sont en danger. J'ai l'impression que j'en parle comme si je parlais des éléphants, parce que c'est vraiment ça. Des gens sont assassinés parce qu'ils sont albinos. Vous avez entendu peut-être parler de Absolument, ça. et dans certains pays, on utilise même leurs membres. Voilà. Oui, Voilà, on peut talisman, mutiler comme- des on gens peut pour mutiler des récupérer, gens parce pour, qu'on peut en faire des potions magiques, enfin, il y a tout un aspect magique autour des personnes albinos, mais je crois que le mieux c'est que je me taise et qu'on regarde le reportage de Samantha Petit sur cette femme qui désormais vit en France et fait de beaux séjours en Afrique pour aider les personnes albinos. Les albinos subissent trop de discrimination à cause de leur particularité physique. Ce serait bien que les gens nous acceptent tout simplement comme on est. Je suis d'origine camerounaise. En Afrique, les personnes albinos sont marginalisées, rejetées, pourchassées, tuées à des fins de sorcellerie. Parce que la plupart des Africains, eux, ils pensent que le fait de posséder un membre d'une personne albinos ou de boire son sang, ça peut leur porter chance, prospérer dans leur travail. Mes parents, ils ont eu peur de me garder à cause du regard des gens. Et eux, ils pensaient que le fait que je grandis en Europe, dans le pays des Blancs, que ça allait bien se passer. J'ai été envoyée ici en France dans une famille noire qui ne m'aimait pas à cause de cette différence de peau. Et de là, j'ai commencé à être victime de maltraitance et puis d'humiliation. En Afrique, la plupart d'entre nous, ils manquent de soins. Les enfants ne vont pas à l'école. C'est pour ça qu'il y a 5 ans, j'ai créé l'association ANIDA pour informer les populations et apporter une aide morale, matérielle aux personnes atteintes d'albinisme. On a besoin de crème solaire, haute tolérance, de lunettes de soleil, de casquettes, toutes sortes de produits pour la peau. On a aussi créé des supports de communication comme une exposition itinérante. On a fait un spot TV. Il paraît que nous voyons dans le noir. Il paraît que nous nous multiplions la nuit. Il paraît que nous sommes mentalement inférieurs. Il paraît que nous sommes une punition de Dieu. Il paraît que nous ne pouvons pas mourir. Il paraît que nous portons malheur. Il paraît que nous portons chance. Les croyances tuent. Changeons les mentalités. Ensemble, changeons le regard sur l'albinisme. Il y a des designers, des agences de mannequinat qui nous a contactés. Et du coup, il y a des personnes atteintes d'albinisme, dont moi, on a signé un contrat de mannequinat. Je me suis servi de l'argent du mannequinat pour pouvoir acheter du matériel pour les personnes atteintes d'albinisme. Même si je parais forte, je suis quand même fragile. Mais d'un côté, c'est bien aussi cette fragilité parce que c'est grâce à ça que j'arrive à aider plein de gens. Parce que je sais ce que c'est le rejet, le fait de manquer de plein de choses. J'essaie de m'auto-guérir en sensibilisant les gens sur l'albinisme, en sensibilisant les mamans, les familles, pour qu'ils gardent leurs enfants et qu'ils les acceptent comme ils sont. Ce qui me tiendra à cœur, c'est de réussir à mettre en place un bus solidaire et d'aller faire le tour du Cameroun, des villages, pour pouvoir leur délivrer des produits dont ils ont besoin. Témoignage très fort. Ouais. Nadia? Ça me touche. Vous dites quoi? Que ce qu'ils subissent est encore peut-être pire que ce C'est que terrible. vous avez Non, subi? mais c'est terrible. Ils se font tuer. On boit leur sang. Il n'y a pas de mots. C'est horrible. Ça devrait pas exister
En 2016, tout ça, ça ne devrait pas exister. C'est affreux. Juste une précision sur l'albinisme. On parle de lunettes de soleil. Il y a un problème de vue aussi. En fait, l'albinisme... Très sensible au soleil, à la lumière. Absolument. On parle d'albinisme oculo-cutané. C'est ce dont souffre Adrienne. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est une forme, l'une des formes de l'albinisme Dans tous les albinismes, il y a une atteinte oculaire. Certains albinismes, on a presque uniquement une atteinte oculaire sans atteinte cutanée. Mais l'atteinte oculaire est constante dans l'albinisme. Et c'est des malvoyants. Donc là, c'est vrai qu'elle souffre d'une myopie importante et d'un nystagmus aussi, c'est-à-dire les yeux qui balayent. Et ce qui dérange le plus d'ailleurs, hein, souvent. Le nystagmus, c'est assez terrible parce que les gens ne regardent que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'abord pour aider cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement en Afrique? On a entendu, elle a besoin d'argent, de produits, de crème, de lunettes de soleil. Il y a un peu de tout ça. D'abord, là, sur les dernières phrases qu'elle disait dans le reportage, c'est qu'en fait, elle a besoin de réunir encore 4 000 € pour pouvoir créer un bus itinérant qui se baladerait un petit peu partout dans le Cameroun pour pouvoir justement distribuer des lunettes, des casquettes, des vêtements avec des manches longues pour pas... Parce qu'avec le soleil, pour justement se protéger la peau, elle a pu aussi créer une boutique de jouets solidaires au Sénégal, où en fait elle vend des jouets et le profit de ces ventes de jouets pour enfants sert à scolariser des enfants, parce que comme ils sont rejetés, elle a réussi modestement à scolariser déjà 5 enfants à NIDA, Association nationale et internationale de défense des albinos. Donc on mettra sur le site de Mille et une Vies, bien Mille et sûr. une Vies. Bien C'est sûr. vrai qu'on a envie de l'aider. N'est-ce pas, Nadia? Tout à fait. Oui. Alors, Charlotte, là encore, une superbe idée pour faire de sa différence une coquetterie, pourquoi pas? Tout à fait. Alors en fait, je vais vous parler d'Adane Cécile, une entrepreneuse, une trentenaire, qui a vécu avec un corset pendant 10 ans. Voilà, Cécile, qui est toute belle, qui a vécu avec un corset pendant 10 ans à cause d'une scoliose. Parallèlement, elle a fait une grande école de mode qui s'appelle S-Mode. Et quand elle est sortie de cette école, son médecin rééducateur lui a proposé en fait de s'occuper des ados et pour leur faciliter le port du corset. Donc en fait, il lui a donné un bureau à côté du sien et elle recevait tous ces ados, elle discutait, échangeait avec elle. Et en fait, elle s'est rendue compte que les ados étaient prêts à ne pas se soigner plutôt que de porter ce corset parce que c'est moche, parce que ça se voit, parce qu'on est différent avec. Et en fait, c'est là qu'elle a eu compris que donc il y avait un vrai sujet et que par le vêtement, en fait, on pouvait aussi apaiser les personnes qui portaient et soigner, voilà, exactement, les personnes qui devaient porter des appareils médicaux. Donc c'est là qu'elle a créé cette mode médical, je dirais. De stylisme médical. De stylisme Génial. médical. Pas mal comme idée. concept. Et du coup, en 2015, elle a créé une entreprise de création de vêtements et d'accessoires mode. Après, elle s'est développée. Donc, par exemple, j'ai des petits échantillons à vous montrer. Donc, elle crée des vêtements et des accessoires. Voilà, exactement. Donc, aujourd'hui, j'ai des accessoires à vous montrer. Donc, ça, il s'agit d'un soutien-gorge, donc en dentelle. Oui. Merci de le préciser, parce qu'on avait un petit doute aussi. Tiens, qu'est-ce que ça pourrait être? Voilà, un joli soutien-gorge en dentelle. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont besoin de porter des prothèses mammaires, donc qui ont été opérées d'un cancer du sein, par exemple, et qui ont été obligées de subir une ablation. En fait, quand ces personnes, les prothèses mammaires externes, souvent tombent dans nos soutiens-gorge classiques, on va dire. Du coup, ça, c'est un soutien-gorge qui est adapté pour les prothèses mammaires. Pourquoi? Parce qu'on les met dans une poche? Non, alors ça, c'est pas une poche. En fait, c'est renforcé vers le bas. Et surtout, ça monte plus haut que nos soutiens-gorge. Je démontre. C'est valable pour ces femmes-là, mais je le trouve très joli. Bien sûr, Et alors, de toute façon, cet empiècement en dentelle a été rajouté, donc il est un peu plus épais que sur les soutiens-gorge classiques, pour cacher les cicatrices, par exemple. Voilà, les cicatrices des opérations. Super idée. Ouais, donc voilà. Restez femme malgré. Bien sûr. C'est vrai que c'est une vraie préoccupation. Bien sûr. Par exemple, cet accessoire, voilà, en simili-cuir, un peu, voilà, façon bracelet dentelle. de rocker. Eh bien, ça, c'est pour les personnes
personnes qui ont un fauteuil roulant. Vous savez, quand à force de tourner les roues pour avancer, en fait, les roues frottent sur les vêtements. Sauf que voilà, quand il fait mauvais temps, quand il pleut ou quand c'est l'automne, bah, ça, on se salit à force voilà. Donc ça, c'est une pièce. On doit bousiller ses amis. On bousille ses amis. Donc ça, c'est une petite pièce qu'on peut mettre comme ça, renforcer là pour pouvoir si ça frotte, subir le frottement. Voilà. Mais au moins, vous voyez, c'est un... Super. C'est un accessoire joli qu'on peut mettre avec tous ses vêtements. Et alors après, il y a des choses comme ça. Alors donc ça, c'est il y a 30 000 diabétiques en France. Et les diabétiques doivent porter ce petit boîtier qui leur délivre de l'insuline. Pour les diabétiques de type 1. Hein, des diabétiques de type 1, exactement. Alors avant, ils devaient mettre une banane autour de leurs vêtements. Donc voilà, c'est pas forcément très joli. Un petit peu old fashion. Voilà. Et du coup, elle a créé par exemple cette petite pochette en résine, hyper féminine, que par exemple, on peut accrocher en fait dans son soutien-gorge, voilà, qui ne se voit absolument pas. Et pareil, elle a fait un petit accessoire pour les enfants que je trouve hyper mignon. C'est pareil pour les diabétiques, un petit sac à dos, comme ça. En fait, le petit fil, voilà, n'est pas pris dans les mains d'un enfant qui s'agite et qui vit. Hein. Voilà, donc tout ça, c'est caché dans le dos. Et alors, en dehors de ça, il y a aussi des habits. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple d'habits? Elle fait quoi? Des tailleurs, des chemisiers? Alors, elle fait des corsets, elle fait des vêtements adaptés aussi, par exemple, parce que par exemple, le corset, ça donne très très chaud, donc elle adapte les matières, elle fait des petits gilets très légers pour pouvoir justement supporter le corset toute la journée. Elle fait aussi des pantalons, par exemple, avec des zips pour faciliter, pour l'enlever plus facilement. Pour l'enlever et pour le mettre plus facilement. Et en fait, c'est vraiment du tout sur mesure. Donc c'est à la commande. En ce qui concerne... Est-ce qu'on peut la contacter et exposer sa problématique, sa pathologie, pour qu'elle crée quelque chose sur mesure en fonction de votre pathologie? Oui, bien sûr, c'est un contact direct, un échange avec elle. Ce qui est super, c'est qu'elle a aussi plein de tissus différents. Donc on peut choisir les tissus, les adapter à l'automne, à l'hiver, au printemps, au goût de ses envies. Génial. On va où sur Internet? Alors donc, elle n'a pas de site Internet pour le moment. Elle est en train de le développer. Elle commence à avoir pas mal de clients. Elle en a 200 aujourd'hui. Et du coup, en fait, elle démarche les professionnels. Donc, elle donne ses coordonnées aux centres de rééducation, aux hôpitaux, dans les cliniques, dans les maisons de retraite aussi. Et en fait, quand voilà, les professionnels qui lui font confiance et qui travaillent avec elle en parlent à leurs patients. Voilà, ça marche comme ça, mais en tout cas, nous, on va leur donner les coordonnées sur le site de Mille et Une Vies. Il suffit de la contacter. C'est remboursé par la Sécurité sociale? Alors, les accessoires pour l'insuline, oui. En ce qui concerne les autres accessoires et les vêtements, elle se bat vraiment pour qu'il y ait au moins... elle cherche des partenaires. Quand on a eu une mastectomie, j'imagine... on n'a pas très envie de... c'est quand même... ça serait pas mal. Voilà, le regard de notre amie Nadia sur cette créatrice géniale, je trouve, moi. Je trouve que c'est une super idée et puis c'est plus esthétique parce qu'aujourd'hui quand même on regarde beaucoup la beauté, ce qui se passe et tout, on est beaucoup porté sur l'image. Donc ouais, c'est une super idée, c'est vachement bien. Et alors vous d'ailleurs, on ne sait pas où vous en êtes aujourd'hui professionnellement. Je vous ai pas posé la question. Vous êtes devenue coiffeuse? Voilà, donc je suis coiffeuse, je travaille beaucoup avec Daniel en studio et puis on a un projet donc ça veut dire quoi? Vous travaillez avec Daniel, c'est-à-dire vous coiffez pour les studios? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, Nadia, quand elle n'est pas mannequin, elle est coiffeuse studio. D'accord. Et du coup, on a un projet fin 2017. On va ouvrir un salon de coiffure très conceptuel. Avec Daniel? Avec Daniel, ouais, on va travailler ensemble. On va allier la photo de mode, en fait, à un salon de coiffure haut de gamme. Très technologique, très novateur. Vraiment quelque chose de très, très conceptualisé. C'est-à-dire, c'est quoi un salon de coiffure très technologique? Il ne veut pas trop en dire. Ouais, je peux pas trop en dire, mais par exemple... Ah oui, on peut pas dire la marque, pardon. Avec de la morpho, je sais pas quoi. Ouais, non, il y aura des tablettes partout. Il y aura surtout en open space, en fait. Il y aura un studio photo en open space. Donc chaque cliente qui vient en fait repart avec une photo professionnelle d'elle-même, par exemple. Dans les moments où je retouche les photos, en fait, les femmes, vous adorez la mode, tout le monde le sait, les hommes aussi de plus en plus, bien sûr. Mais surtout, vous savez pas comment c'est fabriqué une photo de mode. Donc là, en fait, c'est vraiment donner l'accessibilité en fait aux clients de coiffure de Nadia, de voir comment se construit une image visuelle qui va se véhiculer dans tous les magazines de la planète, quoi. Donc en même temps que je retouche par exemple une photo, il y aura des vidéoprojecteurs dans le salon qui diffuseront la retouche en live, etc. etc. Alors moi je suggère une idée, c'est que Charlotte vous mette en rapport avec cette créatrice et que vous organisiez une séance de shooting et de mode avec ces modèles. J'avoue que j'allais vous le proposer parce que du coup, étant donné que je me suis occupé donc de l'image de l'Association française du vitiligo,
Il y a l'association française aussi du psoriasis qui m'a contacté également. Non, alors si vous J'ai avez fait- toutes les associations, Ouais, ça c'est ce va qu'on me dit. bloquer, hein. On me dit arrête avec les assos, tu vas plus gagner ta vie. Mais effectivement, quand j'ai vu le petit sujet, j'ai remarqué surtout que l'image qui a été montrée, elle n'est pas super vendeuse, entre guillemets, qu'elle me contacte avec grand plaisir. D'accord, bah, on lui C'est dira, une bonne je idée. dirai. Avec grand plaisir. Bon, et puis autre très bonne idée, je trouve, c'est celle que va nous proposer Brigitte. Alors, donc, certains donc, sont obligés de porter des prothèses auditives et c'est pas toujours très joli. Donc, ils doivent subir le regard des autres. Et donc, une jeune femme, elle-même malentendante, Delphine a eu l'idée de faire un bijou de la prothèse. De ses prothèses. Alors, Donc c'est quoi, elle les customise ou carrément elle les... Montrez-nous, Brigitte. alors, j'ai d'abord à dire qu'elle est devenue... comment elle a eu cette idée? Elle est devenue sourde à l'âge de 15 ans, et enfin un petit peu avant, mais elle a porté des prothèses à partir de l'âge de 15 ans, et elle a énormément souffert du fait que tout le monde se moquait un peu d'elle quand elle était petite. Et c'est quand elle a appris que ces 3 petites filles que vous voyez là, qui sont belles comme tout, étaient sourdes elles-mêmes, qu'elle s'est dit, elle a paniqué, elle s'est dit, mon Dieu, elles vont souffrir comme moi, je ne le veux pas. Et un jour, la plus, je sais pas, non, je crois que c'est celle du milieu, qui avait 8 ans à l'époque, a eu l'idée de décorer, de montrer sa prothèse en la décorant avec des stickers, des trucs comme ça. Et ça a donné l'idée à Delphine de faire elle-même, de créer sa société et de faire des bijoux pour les oreilles que je vais vous montrer. Voilà une petite oreille. Merci. Alors voilà. Waouh, mais c'est top. Alors Ah oui. ouais. Alors ça c'est en aluminium et avec les petites chaînes, tout ça sont en argent ou en plaqué or. Alors, je vais vous en montrer d'autres. Ça, c'est pour une adulte. Alors, voyez comment c'est. Vous avez Super joli. le petit appareil qui est là et hop, vous l'accrochez derrière l'oreille. C'est ouais. une décoration. Alors, il y en a d'autres, je vais vous montrer. Elle a eu l'idée aussi. Alors ça coûte cher ça? Alors, entre 25 et 65 euros. Mais vraiment, Pour C'est les- abordable. mais complètement. Oui. Ah ouais. Alors, c'est pour les... Ça les- coûte plus cher, oui. Enfin, c'est les mêmes prix que les bijoux Ouais. classiques. Alors, elle en a fait pour les enfants aussi. Alors, pour les petites filles, avec des petites princesses. Pour les petits garçons, avec Batman. Ah, bah pour les garçons. Ça, c'est pour les garçons, un petit ballon de foot. Voilà. Et alors on les trouve où, Brigitte? Et elle a un site internet et vous pouvez les commander sur son site internet. Elle est auto-entrepreneur maintenant. Et c'est voilà, génial. voilà, c'est... une super. bonne idée. Franchement, Bah c'est oui. super. Hein. C'est ça, c'est la customisation super. des appareils Et médicaux. Les enfants sont ravis, les adultes ouais, aussi. bah, c'est Les clair. petits Top. sont En faire un contents bijou. presque d'avoir. Bah ouais. Moi, ça m'a... Et alors elle va peut-être s'attaquer à d'autres types de prothèses ou d'appareils dentaires, ou ça lui a peut-être donné, ou à des lunettes, ou à des... Voilà, à des fauteuils même, et à toute prothèse etc., qu'elle va décorer. C'est son but. Tout ça pour que le handicap soit moins difficile à supporter. Alors le regard de Nadia et de Daniel là-dessus, c'est intéressant quand même. C'est fantastique. Moi, je suis vraiment pour qu'on mette en avant notre différence. Ouais. Pourquoi cacher notre différence? On a un atout, on a une différence. C'est ça. C'est un atout, quoi. On a une différence. C'est vrai. Nous, on est pareil. Il y a des gens qui ont des différences, mais il faut les mettre en avant, quoi. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Bah, moi, je trouve que ça les aide à vivre, probablement, et que c'est ça qui est important. Et pour C'est les ça. mômes, ça doit être vraiment super. Ah oui. Mais même pour les adultes, j'ai vu elles sont heureuses de pouvoir enfin montrer leur Et appareil. puis, ça devient un bijou, ça devient presque une Voilà, c'est force. ça. Oui, c'est ça. plutôt que... C'est exactement ça. Ça devient une force. Génial. Eh bien, merci à tous. Moi, je suis bluffée par toutes ces initiatives et puis bluffée par les leçons qu'on peut tirer de ces parcours de vie où on fait d'une souffrance et d'une différence une force ou d'un rêve une réalité, comme disait Saint-Exupéry. Merci à tous d'être venus. Bravo, Merci à vous. Nadia. Félicitations, admiration. Et puis, j'espère que votre projet verra rapidement le jour. Mais vu les êtres passionnés que vous êtes tous les deux, je n'en doute pas. Merci à tous Merci. et bravo Merci. pour les dénicheurs et toutes ces initiatives. Merci. Si vous aimez les belles rencontres, lundi, vous serez étonné par le témoignage du père Jean-Philippe Chauveau. Cet homme à l'enfance cabossée a connu tous les affres de la rue. Alcool, drogue et viol. Une lente descente aux enfers qui aurait pu ne jamais s'arrêter sans une petite voix intérieure, celle de la religion.
Devenu prêtre, le père Chauveau n'aura de cesse d'aider les autres, et notamment les prostituées. Tous les samedis, on va faire du vélo dans le bois de Boulogne. Et là, je découvre qu'il y a des prostituées. Je dis bonjour, elle me dit c'est tant. Je dis mais moi je suis prêtre de la paroisse. Elle me dit c'est le même tarif pour tout le monde. La première rencontre, ce qui est important, c'est le regard. Dans le regard est inscrit l'amour que tu portes dans ton cœur, quoi. Elles ont le droit aussi d'être aimées, non pas parce qu'elles sont prostituées, mais parce que c'est des personnes et qu'elles vivent une galère pas possible.